bienvenue à votre émission Zoom. On a le réel plaisir de recevoir à ce jour Maître Loulou Douli Moutou. Maître Loulou Douli Moutou est analyste politique auquel je dis bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir et puis bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes à votre première participation, toute première participation à cette émission Zoom, Maître Loulou. Merci pour l'invitation. On va essayer de passer au crible au cours de cette émission, le différent sujet qui défraye la chronique en République démocratique du Congo. La Cour de cassation vient de décider de la surséance dans l'affaire détournement de plus de 200 millions de dollars américains destinés au projet Bukangalonzo et l'affaire est renvoyée à la Cour constitutionnelle. Mais également le Rwanda et la République démocratique du Congo sont convenus à un accord pour rendre opérationnel le mécanisme de vérification des accusations, justement pour le rétablissement de la confiance entre les deux pays. Est-ce que la voie de la paix est en train d'être balisée entre les deux pays? On en parle bien évidemment avec l'analyste politique qu'on a l'honneur de recevoir ce jour, Maître Loulou Douli Moutou. D'entrée de jeu, Maître Loulou, vous avez appris, tout comme tout Congolais, de cette décision de la Cour de cassation de demander à la surséance et à renvoyer l'affaire concernant le détournement de plus de 200 millions de dollars américains destinés au projet Bukangalonzo, que la Cour constitutionnelle puisse enfin décider en interprétation des articles 162, 63 et 164 de la Constitution. Comment jugez-vous cette démarche de la Cour constitutionnelle par rapport à ces dossiers qui accablent Matata Ponyo, ancien Premier ministre de notre pays, Patrice Kitebi, ancien DG du FPI, et Kobler, le Sud-Africain? Oui, merci. Je crois peut-être nous avons toujours dit que la faiblesse de la Constitution se démontre de jour en jour. Or, il était question, un temps passé, qu'on puisse voir dans la mesure du possible comment réformer cette Constitution. Nous n'avons pas eu le temps. Si vous examinez l'esprit même de la Constitution, qui est logé au niveau de l'exposé des motifs, vous allez comprendre que parmi les préoccupations majeures du constituant, c'est énuméré, il faut lutter contre l'impunité. Alors nous ne pouvons pas comprendre la RDC doit faire une chose de son contraire tout en organisant l'impunité. Comment voudriez-vous comprendre que le président actif, le Premier ministre en fonction opérationnelle, ait une juridiction qui pouvait bien connaître leurs litiges, que nous n'ayons pas à ce jour une juridiction pouvant permettre à connaître le conflit ou soit les égarements d'un ancien président? Ils sont allés même instituer une loi portant statut, n'est-ce pas, des anciens chefs de l'État, qui rend presque l'impunité aux chefs de l'État, ex-chefs de l'État bien entendu, pour dire que pour les poursuivre, il faut que le Congrès se réunisse. Et vous comprenez que si le Congrès devait se réunir à chaque fois qu'on doit poursuivre un ex-président, si vous avez 10 ex-présidents qui doivent répondre, eh bien écoutez, il faut s'organiser 10 fois pour les poursuivre. Donc c'est ça aussi la faiblesse. Est-ce que c'est impossible qu'on ait congrès, peut-être pour que les deux chambres du Parlement se réunissent? Est-ce que c'était utile d'organiser cette impunité en instituant que l'ex-président de la République soit devant d'abord, en fait, sa situation soit d'abord ramenée devant le Congrès pour que celui-ci se décide des 2 tiers pour le poursuivre? Ça, c'est la question qu'on doit se poser au lieu de poser que si c'est impossible. L'impossible, oui, actuellement, parce que le législateur a voulu à ce que cela devienne impossible. Comprenez que cette constitution est l'œuvre des belligérants qui revenaient tous aux batailles. Maintenant, ils sont là, ils se sont organisés pour voir dans la mesure du possible comment mettre un peu de la lourdeur. Mais nous savons, bien avant, nous savions que cette situation va nous créer des problèmes.
Rappelez-vous qu'elle était d'abord devant la Cour constitutionnelle avant que celle-ci se déclare être incompétente pour qu'on puisse, n'est-ce pas, ramener ce même dossier au nom de cristallisation des faits devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation est câblée parce qu'elle est d'abord obligée de vérifier sa propre compétence, mais en vérifiant la propre compétence, elle s'estime avoir des blocages. C'est ainsi elle fait maintenant recours à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle vienne maintenant interpréter les dispositions telles que vous venez de les citer. Mais ça aurait été mieux si les législateurs pouvaient peut-être facilement, n'est-ce pas, mettre en ordre, réformer pour permettre à ce que tous soient devant la justice et que tous aient une juridiction compétente. Êtes-vous satisfait de cette procédure entamée par la Cour de cassation? Parce qu'il faut le dire, cette affaire était déjà au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, avec à sa tête comme président Dieudonné Kalouba, avait déclaré que la Cour était incompétente pour juger Matata Ponyo. Aujourd'hui, que la Cour de cassation renvoie un peu pour interprétation de ces différentes dispositions constitutionnelles à la Cour constitutionnelle, pensez-vous que la Cour constitutionnelle va se dédire par rapport à la décision prise en novembre 2021? Non, ici la Cour n'est plus appelée à connaître un litige. Ici la Cour joue maintenant son caractère interprétatif. La Cour ne vient qu'interpréter les dispositions on lui soumet. Elle va maintenant librement interpréter. Quand elle va interpréter, si cela pouvait aider la Cour constitutionnelle, et plutôt la Cour de cassation, tant mieux. Mais sinon, la Cour constitutionnelle sera peut-être obligée seulement d'expliquer, voilà ce qui dit cette disposition, point c'est tout. Maintenant, la suite. C'est ainsi nous demandons tout simplement de comprendre que les faits précèdent les droits. Donc il faudrait d'abord qu'il y ait un fait pouvant permettre à ce que nous puissions préparer les droits. Ici, je vous dis déjà qu'il y a un flou. Malheureusement, il y a un flou. C'est flou entretenu. C'est flou entretenu par qui? Par le législateur lui-même, en instituant une juridiction qui ne peut connaître que les infractions commises par les présidents en fonction et les premiers ministres en fonction, et non ex-premier ministre ou soit ex-président. Ça pose maintenant un problème. Maintenant, nous sommes obligés dans l'obligation, ou soit de refaire, de réformer, en se tenant sur l'expérience de ce que nous avons vécu, non pour donner un contenu à ce qui a été déclaré vide au départ, pour poursuivre seulement Matata Ponyo, mais peut-être pour disposer dans l'avenir, parce qu'on dit, on dispose, on statue pour l'avenir. Maître Loulou, vous êtes praticien de droit dans notre pays. Pouvons-nous donner raison à ces avocats, peut-être proches d'Augustin Matata Ponyo, qui déclarent haut et fort qu'il y a un vide juridique qui est constaté, qui est observable, qui ne permet pas aujourd'hui de poursuivre Matata Ponyo parce qu'il est ancien ministre, dont il pouvait être jugé ou déféré devant les juridictions compétentes pendant qu'il est en fonction. Tellement qu'il n'est plus en fonction, est-ce qu'il y a un vide juridique par rapport à cela? Parce que l'opinion doit savoir sur cette question. Le juge ne répond que sur l'autorité de la loi. Or, pour permettre à ce que les juges puissent statuer et déclarer qu'il y a litige, permettre à ce qu'ils prennent des dispositions, des initiatives, il faudrait que vous puissiez donner un texte à ces juges. Mais vous constatez que quand je parle tout à l'heure que l'ex-président de la République, l'ex-premier ministre ont eu la chance, n'est-ce pas, de ne pas se retrouver être devant une juridiction. C'est ça le vrai problème, c'est ça le comble. Maintenant, ici, il faudrait maintenant faire en sorte qu'on puisse assimiler les ex-présidents de la République et les ex-premiers ministres dans cette juridiction pour permettre à ce qu'ils puissent être devant leur juge naturel. Ici, s'il faudrait les amener devant la Cour constitutionnelle, nous disons que la Cour constitutionnelle, c'est une cour presque politique. Donc, il faudrait peut-être qu'ils soient toujours justiciables devant la Cour de cassation. Alors ici, il faudrait-il que la loi, ou soit les textes, soient clairement disposés pour permettre à ce qu'il n'y ait pas vide. Parce que la partie défense... Bon, aujourd'hui, il y a ces vides juridiques. Voilà, la partie défense va toujours profiter par rapport à ces vides, parce que quand la loi ne dit rien, on ne peut pas dire autre chose. On doit se taire, parce que la loi se tue. À moins que les législateurs puissent se réformer, voir dans la mesure du possible comment faire l'école, cas d'école,
par rapport à ces ratés du procès que nous avons vraiment voulu voir pour répondre à certaines responsabilités de Matata Ponyo, en tant que, n'est-ce pas, il était au moment du fait comme étant le chef du gouvernement et l'autorité transversale. Donc nous aurions peut-être souhaité voir que la justice poursuive, examine, voir dans la mesure possible comment rendre responsabilité à chacun. Mais ici nous sommes devant un vide, et ce vide c'est la raison même pour laquelle la Cour de cassation était obligée de saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation. Nous attendons l'interprétation, ça peut aussi être comblé par cette interprétation. Est-ce qu'on peut donner raison à tous ces mondes qui estiment que les régimes passés avaient taillé les différentes lois sur mesure de personnalité, notamment Joseph Kabila et ses acolytes? Ce n'est pas tard. C'est la même raison pour laquelle vous allez comprendre que les constitutions ont prévu ce système de donner un mandat seulement de 5 ans. On aurait peut-être donné le mandat illimité à un président qui travaille bien. Mais on vous dit, quelle que soit votre bonne foi, quelle que soit votre compétence même, on vous donne que 5 ans renouvelables une seule fois. Donc pour permettre à ce que s'il y a eu avantage d'un tel régime sur ses enfants ou sur eux-mêmes, et que l'autre qui va remplacer dans le cadre d'alternance, venir, n'est-ce pas, pour corriger. Donc nous avons eu tour de temps, ça fait 4 ans passés. Donc il est possible de corriger toutes ces erreurs. Oui, ça fait 4 ans passés. Ils sont là en train de faire quoi? Je me pose la question. Ils sont là, nous leur avons lancé les défis pour leur dire qu'écoutez, la loi portant statut du chef de l'État ne corrobore pas avec la réalité ou soit avec la volonté du constituant qui voulait voir tout le monde être d'égaux devant la loi, qui voulait voir qu'il n'y ait pas ce que nous appelons l'impunité. Alors, si aujourd'hui vous allez constituer une loi, instituer une loi pour préserver quelqu'un, quand vous allez dire qu'il est irresponsable pénalement par rapport à tout ce qu'il a fait pendant qu'il était président, eh bien écoutez, ça ce n'est pas normal. C'est ainsi nous disons qu'il y a temps, on peut se rattraper même dans une semaine, même dans un mois, on pouvait bien réformer pour dire que cette loi doit connaître une réforme pour permettre à ce que cela s'adapte. On ne risque pas de tomber à ce qu'on appelle acharnement politique. Non, c'est plutôt l'incompréhension politique que nous devons éviter. Oui, certes, mais en temps, il y a une réalité, il y a une évidence devant nous. On ne peut pas être le seul pays au monde où on va commencer à protéger les anciens premiers ministres, anciens présidents de la République. Les délinquants, non. Voilà, je prends l'exemple d'un pays centrafricain, en fait, au centre de l'Afrique, qui va plutôt disposer pour dire que le président de la République est pénalement responsable avant, pendant et après son mandat. Alors nous ne voyons pas pourquoi nous allons donner cette faveur à un président. D'ailleurs, on voit aux États-Unis les anciens présidents qui sont déférés devant la justice. Exactement. Donc, mais comment en RDC un ancien premier ministre, un ancien président ne peut pas être déféré devant la justice? Si nous devons réformer, nous ne serons pas critiqués, ne vous en faites pas. C'est une façon de remettre les choses au rail. Est-ce que la classe politique est à même de passer à des réformes, notamment de ces différentes lois? Ne vous en faites pas, nous devons faire une sorte d'expliquer l'opinion. Parce que ce qui importe, c'est d'abord que l'opinion comprenne. Si l'opinion comprend, tant mieux. Nous allons influencer les décideurs. Et aussi, nous allons influencer les législateurs. Pour voir dans la mesure du possible. Nous ne pouvons pas croire que celui qui a combattu Kabila, qui arrive au pouvoir aujourd'hui, va se dire que je récupère tout ce que Kabila a fait de mauvais pour que cela soit avantageux pour moi. Non, nous ne croyons pas. Alors, comme il y avait question de remplacer Kabila parce qu'il y avait des défauts, eh bien, nous devons commencer à réformer, à corriger les défauts. À ce niveau-là, nous devons voir aussi la loi portant statut de l'ancien chef de l'État, voir dans la mesure du possible, et compléter ces vides pour permettre à ce que les premiers ministres, qui seront premiers ministres demain, nous ne parlons plus de Matata Ponyo, nous sentons c'est comme s'il est en train de nous échapper entre les mains. Eh bien écoutez, nous voyons ceux-là qui vont peut-être diriger demain, ou soit ceux qui dirigent aujourd'hui. Demain, nous disposons pour dire que tout Premier ministre est responsable par rapport à tout ce qu'il a fait comme acte pendant sa fonction. Eh bien, ça va les suivre partout. Je crois peut-être ça peut permettre à ce que tout Congolais, tout concitoyen, tout compatriote qui va occuper ce poste de Premier ministre se dise écoutez, je suis justiciable avant, pendant et après. Alors tu crois dans ces débats interminables, ces éminents constitutionnalistes, ces éminents avocats qui, certains, estiment qu'il y a un gîte véridique. D'autres, par contre, pensent que Matata Ponyo est justiciable.
Qui croire maintenant devant ces débats qui ne se terminent même pas? Pour répondre facilement, je pouvais dire à tous ces gens-là qui croient et qui ne croient pas, mettons une illustration, faisons une illustration, illustrons pour dire qu'aujourd'hui je suis Premier ministre, je vole, demain je ne serai plus Premier ministre, que je me dise moi-même, demain je ne serai pas poursuivi. Alors dis-moi un peu, quel est le but même de la justice? Pourquoi doit-on commencer à sanctionner? Or, on sanctionne pour créer une leçon. Vous comprenez? Ce sont des mesures correctives pour permettre à ceux qui dirigent aujourd'hui craignent que hier, il y a quelqu'un qui a été sanctionné à ma place. Donc ça va peut-être créer une certaine moralité. Alors si vous êtes d'accord que tout Premier ministre, qui sera Premier ministre, qui peut voler, demain qu'il soit impossible pour nous de le déférer devant sa juridiction, ou soit devant son juge naturel, tant mieux. Nous devons savoir ce que nous voulons. Donc nous sommes parmi ces gens qui disent que quand il y a des principes de droit qu'il faudrait respecter en ce qui concerne l'égalité de tous devant la justice, que tous soient poursuivis pour les mêmes faits. Si un Premier ministre a volé, qu'il soit déféré devant un juge. Si vous, un petit citoyen, un citoyen lambda, vous avez volé, et vous serez aussi déféré devant la justice. Comme ça, à ce moment-là, ça va créer cette égalité. Sinon, c'est inégal. On ne peut pas comprendre. Donc moi aussi, je vais devenir demain Premier ministre pour voler. Quand je vais voler demain, vous n'allez pas me poursuivre. C'est pas normal. C'est ainsi, je réponds, non par rapport à l'intelligence, mais je prends un peu ce que nous appelons terre à terre. Donc je donne une réponse terre à terre pour permettre à ceux qui sont vraiment terre à terre comprennent, pour permettre à ceux que cette opinion qui va comprendre influe sur les décideurs pour qu'on change les choses. Maître Loulou, quel jugement portez-vous sur la justice congolaise? Bon, la justice congolaise, il y a un problème. C'est comme le processus de démocratisation. Quand on dit processus, c'est un chemin. Nous sommes dans un chemin. C'est autant avec la justice congolaise. La justice, c'est oui, c'est pour développer une société. Une bonne justice va développer une société. Il y a justice et justice sélective. Il y a justice discriminatoire. Il y a justice de double vitesse. Quand vous appliquez la meilleure justice, ça développe un pays. Comprenez, mais quand vous appliquez la justice calculée... Quelle est la justice appliquée en République démocratique? Est-ce que c'est une justice calculée ou une justice de développement? À double vitesse. Ça, c'est regrettable. À double vitesse. Et aussi, il y a aussi la situation sociale de ceux-là qui sont appelés à rendre la justice est tellement précaire. La justice élève une nation. Ça peut élever une nation si elle est bonne. Oui, si elle est mauvaise, ça détruit au contraire. Donc voilà pourquoi nous disons que... La nôtre est mauvaise ou bonne? En tout cas, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire elle est mauvaise. J'ai demandé à ce que... Et ça détruit la nation. Comprenez ma question. Et ça détruit la nation. Justement, c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire, que si cette justice est mauvaise, ça va contribuer à la destruction. Comment booster maintenant cette justice pour que ça Nous avons senti une volonté. Nous avons senti une volonté, mais malheureusement, cette volonté est accompagnée par une certaine lenteur. On parle d'un état de droit aussi. Voilà, après l'avènement de Félix Tshisekedi au sommet de l'État en 2018, cette volonté, on a parlé d'une nouvelle heure. Nous avons capté cette volonté. De l'état de droit. Nous avons capté cette volonté, mais à un certain moment, l'habitude fait que cette volonté commence déjà à s'amoindrir. Donc c'est ce qui est regrettable. Il n'y a plus la volonté. Nous avons senti la volonté au départ, mais nous sentons qu'il y a lenteur et il y a l'amoindrissement de cette volonté, malheureusement. C'est-à-dire il n'y a plus cette volonté dans le chef de gouvernement. Si c'était à 100%, maintenant ce n'est plus 100%. Maintenant c'est j'ai dit que en termes de pourcentage, je ne peux pas si c'était 100%, est-ce qu'aujourd'hui c'est à 10% ou 15%? Je ne peux pas qualifier, mais je dis que nous sentons la descente aux enfers. Raison pour laquelle nous interpellons pour dire que reprenons les premiers sentiments. Parce que nous avons eu les premiers sentiments. Mais malheureusement, avec nos systèmes de dialélo, nos systèmes de militantisme, nos systèmes de fanatisme, de clientélisme, ça fait que cette justice, nous perdons carrément le repère. Donc, il y a certaines opinions qui parlent même du renouvellement de la classe politique. Êtes-vous favorable à cela? Mais vous allez renouveler quoi, qui? Par rapport à quels critères? Le vieux doit être remplacé par des jeunes, ou le jeune, je ne sais pas. Mais attends, il y a un problème aussi d'hommes. Il n'y a pas seulement... Si aujourd'hui vous décriez cette mauvaise politique, mauvaise justice mise en place par le gouvernement actuel, est-ce qu'il faudra enlever, chasser ces gouvernants qui ont du mal à mettre en pratique une bonne politique, une bonne gouvernance, une bonne justice pour élever cette nation congolaise, ou bien il faut les laisser travailler, qu'il n'y ait pas un renouvellement de la classe? Vous savez, pour renouveler la classe politique, il faut... Avec des hommes nouveaux.
Pour renouveler la classe politique, on n'a pas besoin des hommes nouveaux. On a besoin, n'est-ce pas, de la moralité. Il faut créer l'échelle des valeurs seulement. Chacun va commencer à se mesurer par rapport à cette échelle. C'est ce que nous demandons. Donc, si vous avez déjà eu problème de conscience, vous avez fait quelque chose de mal, il y a une voix interne. Et cette voix, les Congolais n'en ont plus. Malheureusement. On n'a plus cette voix intérieure qui nous dit... Vous savez, à un certain moment, même les voleurs, ils volent, vous les incarcérez, il y a une voix qui dit que tu as mal fait. Mais au Congolais, nous n'avons plus cette voix. Vous allez remarquer quelqu'un qui mal... Même si cette voix intérieure vous dit que non, vous avez mal agi, vous avez... cet acte est mauvais. Mais les Congolais persistent dans le mal. Justement, c'est la raison pour laquelle je vous dis... C'est qui est diabolique. C'est la raison pour laquelle je vous dis que cette voix n'existe plus chez nous. Donc, vous faites du mal, vous défendez le mal. Vous justifiez le mal. Et vous argumentez. Et si vous êtes naïf, si les autres sont naïfs, sont même prêts à croire que vous avez raison. Oui, donc il faut créer cette valeur. Il y a une liste de valeurs qu'il faut créer. Comme ça, nous allons commencer à nous identifier par rapport à cette liste, par rapport à notre propre conscience. Est-ce que vous qui êtes leader d'opinion, vous arrivez aussi à sensibiliser la population par rapport à de bonnes valeurs, à imprimer? Je le fais, mais malheureusement, nous rencontrons des attaques. Des attaques par rapport au système d'abord, parce qu'il y a un système, et ce système a institué ces éléments. Ces éléments sont tellement dangereux et puis tellement forts que nous rencontrons peut-être des attaques. Face à ces obstacles, nous sommes insultés. Même si vous venez pour apporter la paix, mais du moins, on vous juge déjà mal, on vous taxe, on vous insulte. C'est qui vous décourage? Non. Ça vous décourage de ça prouve que nous sommes dans la bonne voie. Ça prouve que nous sommes dans la bonne voie. Vous êtes dans la bonne voie. Voilà. Merci maître Loulou Douli Moutou. On va poursuivre cette émission avec cette question d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai dit déjà, les deux pays, dans le cadre de la commission mixte entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation, bien évidemment, de l'Angola, du président Joao Lourenço, les deux pays sont convenus de rendre opérationnels les cadres de vérification des accusations pour la restauration d'une confiance mutuelle entre les deux pays. Est-ce qu'on peut dire, à travers cet accord, on peut dire que c'est un accord sincère? Est-ce que la voie est balisée pour restaurer la paix entre ces deux pays? Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est accusé d'agresser la RDC. Vous savez, il faut d'abord se poser la question si nous avons signé comme des accords. Moi, je me réfère à un accord qui est beaucoup plus référentiel. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est le meilleur accord que la RDC et la région pouvaient peut-être mettre en exécution. Mais s'ils ne sont pas arrivés à exécuter cet accord d'Addis Abeba, qui a vu presque tout le monde s'impliquer, où il y a eu les recommandations à la communauté internationale, où il y a eu les recommandations en République nord du Congo, c'est-à-dire que la République nord du Congo prenne aussi certains engagements, où il y a aussi des recommandations à tous les pays tous les pays limitrophes de la République nord du Congo, qui entourent la République nord du Congo. Mais il faut poser la question de savoir si nous avons respecté, nous d'abord nous-mêmes. Est-ce que nous avons respecté cet accord cadre d'Addis Abeba, où on nous a même demandé de voir dans la mesure du possible comment stabiliser la situation politique à l'interne, par un dialogue, par la transparence d'organiser des élections, par la réconciliation. Et on vous demande même de faire les réformes en ce qui concerne l'administration, la décentralisation, la bonne gouvernance. Ça, c'était à l'interne. Est-ce que nous avons respecté? Je ne sais pas si nous avons respecté. Et maintenant, nos voisins... Il y a eu des assises pour l'évaluation de cet accord récemment à Kinshasa. C'était une rencontre d'amis. Et ça n'a rien produit. Si ce n'est peut-être cérémonial. La cérémonie a réussi, mais du moins, au fond, il y avait un problème. Et je vois aussi les amis qui entourent la République du Congo. On leur demande de ne pas être des bases arrière. Mais il y a un qui va signer, qui va prétendre signer au nom d'un mouvement rebelle. Un pays souverain, le Rwanda, qui est membre de la communauté internationale, qui va accepter de dire que je vais signer en lieu et place de ce mouvement rebelle. Ça, c'est la première fois au monde. Alors, vous voyez maintenant, ce genre d'accord que nous n'avons pas respecté, qui apparemment était facile à respecter, nous n'avons pas fait. Maintenant, on vous présente un accord très difficile, très complexe. Tous les pays signataires de cet accord cadre d'Addis Abeba
n'ont pas respecté cet accord. Nous n'avons pas respecté. Nous, y compris la RDC. Nous n'avons pas respecté cet accord. Et je vous dis que c'est un petit accord facile à respecter. Nous n'avons pas respecté. Mais vous prétendez respecter un accord beaucoup plus complexe entre deux seulement. Donc vous vous organisez, vous avez fait un tour à Luanda, vous avez parlé, vous avez fait semblant de signer un cessez-le-feu. Vous rentrez, il y a eu même avant Luanda, il y avait Kenya, Oui. où il y avait des rebelles qui sont venus pour, semble-t-il, signer pour engager. C'est comme si c'était la première fois. Or, on se rappelle, à ce qui concerne l'intégration des rebelles, nous avons intégré RRRR, processus de RRR. Nous avons tout fait. Félix Tshisekedi s'oppose alors, catégoriquement à un certain moment, on se pose la question, est-ce qu'il faudrait-il seulement... des éléments rebelles au sein de l'armée. On se pose la question, faudrait-il seulement se mettre autour d'une table pour faire l'hypocrisie? Ça, c'est ma question. Donc, c'est ainsi, je dis que nous attendons la énième farce et ces accords entre les deux pays. Est-ce que la voie n'est-elle pas balisée pour la paix à travers cet accord? Les deux pays sont convenus sous la médiation. Ce n'est pas la première fois. Nous avons même poursuivi les ennemis invisibles ensemble. Nous sommes même coalisés à un certain moment pour poursuivre ces ennemis invisibles. Et aujourd'hui, les ennemis continuent à exister entre nous. Et vous voulez dire que nous devons nous entendre pour trouver la solution de chasser nos péchés chéris. Premièrement, c'est pour connaître les accusations qui ont été formulées du côté de la RDC, accusant le Rwanda d'être complice, d'appuyer le M23 dans la mesure où des éléments de force régulières du Rwanda ont été arrêtés en République démocratique du Congo, et le Rwanda qui accuse la RDC de soutenir le FDLR. Maintenant, ce mécanisme qui est mis en place pour chercher à restaurer pour répondre à cette question, la confiance mutuelle. Pour répondre à cette question, le Rwanda soutient le M23 contre la République du Congo. La RDC soutient le FDLR contre le Rwanda. Mais posez-vous la question, où trouvons-nous plus de victimes? Au Rwanda ou en République du Congo? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Il y a même un groupe de délinquants, que j'appelle les délinquants, les rebelles ougandais, au lieu, n'est-ce pas, d'aller combattre à Ouganda, au lieu d'aller combattre à Ouganda, pour peut-être, comme les autres ont fait ici en République du Congo, les rebelles ont pris le pouvoir. Ils pouvaient prendre le pouvoir là-bas à Ouganda, mais ils sont ici en train de tuer. Ils refusent de prendre le pouvoir en Ouganda. Ils viennent tuer ici. Voilà leur plaisir favori. Donc pour dire que c'est cette hypocrisie que j'évite. Nous devons éviter l'hypocrisie. Ok, évitons l'hypocrisie. Vos accords, il faut les faire entre vous, mais en tout cas, moi personnellement, je suis sceptique. Est-ce que vous espérez aussi que, à travers les stratégies peaufinées par le gouvernement, on peut arriver à restaurer la paix à l'est de notre pays? Bon, la paix au monde, ce n'est pas tellement l'apanage seul des nationaux, des États, isolés. Mais la paix au monde, c'est vraiment une vision globale. C'est la raison pour laquelle nous avons eu, après la guerre mondiale, n'est-ce pas, l'institution des sociétés des nations, l'ancêtre de l'ONU. Aujourd'hui, l'ONU a une seule mission principale, c'est d'imposer. Pas seulement de rechercher la paix, mais d'imposer la paix. C'est ça la mission principale de l'ONU. Voilà l'Organisation des Nations Unies, c'est imposer la paix. Alors si quelque part la paix est bousculée, si quelque part il y a trouble, l'Organisation nationale des Nations Unies ne vient pas pour supplier la paix, pour rechercher timidement la paix. Non, elle vient pour imposer la paix avec des sanctions et avec l'interposition pour protéger les populations. Mais nous, c'est ce qui est difficile chez nous en République du Congo. Nous avons la MONUSCO, ensemble avec la force armée congolaise. On demande déjà le départ de la MONUSCO au Nord Kivu. Nous avons la MONUSCO, nous avons la force armée congolaise, mais on s'est fait malmener par un groupe. M23. Les ADF Nalo. Voilà, donc on ne comprend pas. C'est comme si M23 est beaucoup plus fort que la communauté internationale. Parce qu'on ne combat pas seulement la du Congo. Alors quand vous tenez ce genre de discours, vous allez vous rendre compte que vous vous assimilez au régime. Or, nous, ces discours, nous l'avons tenu bien avant. Depuis l'ancien régime, on se disait toujours que l'Organisation des Nations Unies vient au rescousse de la population à l'Est. Parce que vous avez l'obligation, vous, d'imposer la paix. Vous avez les moyens.
On nous interdit d'acheter les armes. Mais ils savent que nous sommes agressés. Ça, c'est compliqué. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui l'invité avec qui vous avez bénéficié un peu de réflexions pointues, des analyses pointues. Il s'agit de maître Loulou Douli Moutou, qui est analyste politique. Je vous dis merci pour le temps disposé. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission à travers le monde. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe, Brino Ndinga, Alain Kabongo était du côté de la régie. Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévision. Congo